Atlantique Soir. Le débrief de l'info. Jusqu'à 19h. Avec Chahib Hamadi. On se retrouve avec beaucoup de plaisir. Il est 17h15. Bonsoir à vous tous et vous êtes sur Atlantique Soir. Si vous conduisez, évidemment, faites preuve de prudence et de vigilance. Notre premier dossier à ouvrir nous renvoie au domaine de l'habitat. Il s'agit de coups de pouce au financement. Banque El Maghreb qui dresse le bilan dans son tableau de bord intitulé Crédit dépôt bancaire, le produit Mourabaha immobilière qui poursuit sa progression pour s'établir à près de 30 milliards de dirhams en 2025 au lieu de 25 milliards en 2024. Quant au crédit accordé aux ménages, ils évoluent à hauteur de 395 milliards durant cette période-là qu'on vient de préciter, ce qui recouvre une progression de 3,3% des prêts destinés à l'habitat et 5% des crédits destinés à la consommation. Nous sommes avec Anis Benjeloun, vice-président de la Fédération nationale des promoteurs immobiliers. Si Benjeloun, bonsoir. Bonsoir, M. Hamadi. 3,3% des prêts destinés à l'habitat. Le contexte va dans le sens du renforcement de l'accès au logement. Vous portez quel regard justement sur le déploiement du programme d'aide directe initié par le gouvernement? Alors, si vous permettez, d'abord je vous remercie pour votre invitation. Si vous permettez, on va, pour les auditeurs, expliquer brièvement ce que c'est que la finance participative islamique. La Mourabaha, ce n'est pas un prêt. C'est une vente avec une marge bénéficiaire connue d'avance. Donc c'est la banque qui achète le bien et elle le revend au final à l'acquéreur avec une marge fixée à l'avance. Et le paiement se fait par mensualité. Comme vous l'avez si bien dit dans votre introduction, effectivement, la finance participative a connu une augmentation de 17% en 2025 par rapport à 2024, mais elle a gagné en fait une part sur les crédits immobiliers classiques. C'est ça ce qu'il faut noter. Parce que l'ensemble des crédits à l'économie octroyés à l'économie marocaine en 2025, c'est à peu près 1100 milliards de dirhams. Les crédits pour l'immobilier de façon globale, c'est 310 milliards de dirhams. Et les crédits acquéreurs, c'est 250 milliards de dirhams. D'accord ? Donc, il ne s'agit pas, en fait, d'une augmentation de l'ensemble du crédit. Quoique, effectivement, il y a eu une augmentation de 3,3%, mais cette augmentation, elle est à nuancer. Elle est à nuancer par plusieurs choses. Déjà, il y a eu, selon toujours Banque El Maghreb, il y a eu un recul sensible des transactions et un volume des ventes en contraction en 2025. Le premier trimestre, il y a eu une contraction des ventes de 30%, deuxième trimestre de 10 à 15%, et le troisième trimestre, un léger rebond de 20 à 25% pour combler, mais qui n'a pas réussi à combler donc la contraction du premier trimestre. Les explications, c'est que, effectivement, il y a une hausse des coûts. Donc la hausse de 3%, elle peut s'expliquer par la hausse des coûts de la construction et des biens, un décalage entre le pouvoir d'achat et la réalité du marché. Et le véritable indicateur, selon nous, c'est le nombre de ventes réalisées et le nombre de transactions réalisées et le nombre de mises en chantier de logements sur le marché. On parle pas d'autorisation de construire, on parle de nombre d'unités mises en chantier et nombre d'unités vendues. C'est ça le véritable indicateur du marché immobilier. Et surtout que le dernier recensement de la population et de l'habitat met en avant une forte croissance du nombre des ménages, donc il y a une vraie demande à satisfaire. Exactement. Et tout à fait exact ce que vous dites. Donc le véritable indicateur, encore une fois, c'est le nombre de transactions et le nombre de logements mis en chantier. Et ce nombre est en contraction. Il est en contraction et malheureusement ça impacte directement sur tout l'écosystème du secteur. Il y a aussi les problématiques qu'on a vécues cette année, c'est qu'il y a eu une pénurie de main-d'œuvre parce que cette main-d'œuvre a été attirée par les grands chantiers structurants du royaume et voilà. Donc, justement, en tant que professionnel, vous voyez quelle priorité maintenant à adopter dans ce domaine bien précis? Est-ce qu'il existe pour autant, par exemple, un modèle plus ou moins universel à appliquer dans le domaine de l'immobilier, du logement d'une manière globale? Excellente question. Je pense que la demande en logement à bas coût, et qui constitue à peu près 80%, 70 à 80% de la demande globale, est toujours là, et elle va augmenter.
Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour la satisfaire? Il faut qu'il y ait une adaptation de la réglementation dans ce sens-là, avec une taxation globale adéquate et des démarches administratives simplifiées. Quand je parle d'une taxation globale adéquate, je ne parle pas des impôts traditionnels, l'IS et la TVA, c'est un point qui est très important. Je parle de l'ensemble des taxes parafiscales auxquelles est soumis le secteur et qui, au final, se répercutent sur l'acquéreur. Je pense de la conservation foncière, je pense à l'enregistrement, qui a également connu une hausse de 2% en 2025 suite au paiement en espèces. Je pense aux taxes des régies qui sont en forte augmentation. Je pense aux taxes des communes et de l'agence urbaine. Donc ça, c'est assez lourd et ça se répercute sur le pouvoir d'achat du consommateur. C'est là où il faut œuvrer, c'est là où il y a le plus de demandes possible. Il y a aussi la classe moyenne. Il faut un réajustement des structures réglementaires urbanistiques et de l'ensemble des intervenants. Et enfin, moi je pense que dans l'optique, et ça je l'ai déjà dit, on le répète, dans l'optique 2030, il faut mettre en place une planification qui soit adéquate et intelligente pour mettre en place des infrastructures pour un tourisme de loisirs et l'installation au Maroc de ressortissants qui cherchent vraiment à s'installer. Il n'y a pas d'offre dans ce sens-là. Il faut, je dirais pas copier, mais il faudrait s'inspirer de ce que font actuellement tous les pays du Golfe. Donc ça a commencé par les Émirats, maintenant l'Arabie Saoudite le fait, le Sultanat d'Oman le fait, le Bahreïn le fait également. Donc il y a une offre de logements balnéaires pour une population étrangère qui vient s'installer et on leur octroie des visas de séjour. Ça c'est une chose qui me paraît très importante. Et il faut comprendre aussi que pour une famille installée, c'est 4 emplois directs ou indirects qui sont créés sur place. Alors, il y a lieu que, comme je disais, de simplifier également les démarches administratives. Et là, je vais vous citer un chiffre qui me paraît assez révélateur d'une problématique qui est là et qu'il faut affronter. Quand on voit les IDE, les investissements directs étrangers en 2024, au Maroc, ils ont été, d'après ce que j'ai comme chiffre, de 1,8 milliard de dollars. Tenez-vous bien, en Égypte, pour la même période, ils ont été de 46 milliards. La Côte d'Ivoire, 8, et l'Éthiopie, 9. Donc il y a un effort à faire dans ce sens-là. Pour vraiment attirer les investisseurs, cet effort-là, bon, c'est pas le privé qui peut le faire. Il s'agit de mettre en place donc des structures administratives qui soient vraiment simplifiées. Je dirais pas simplistes, mais simplifiées pour favoriser l'investissement et les démarches. Le PIB de la Chine, 30% du PIB par exemple, est constitué donc autour de l'immobilier, avec tout son écosystème. Et ici c'est combien? 6,6 du PIB. Ici c'est à peu près 6. Même en Espagne, avec la reprise maintenant, c'est plus de 15%. Donc il y a franchement un potentiel qui est extrêmement important et qui va générer de l'activité, qui va générer de la fiscalité, mais il y a lieu d'adapter, disons, toutes les dispositions administratives pour faciliter cette tâche. Et ce que je proposais, moi, ce que la Fédération propose pour le logement balnéaire, il faudrait qu'il y ait un partenariat public-privé, il faudrait qu'il y ait des aménagements de zones touristiques, et ça, un investisseur privé aura du mal à le faire. Et je pense qu'il faut qu'il y ait un partenariat et une stratégie disons commune entre le public et le privé pour aller dans ce sens-là. Alors je vous repose la première question. J'aurais voulu une réponse très courte à Seben Jeloun à propos du programme d'aide directe pour la période en tout cas 2024-2028. Parallèlement, les experts évoquent le manque de financement privé dans ce domaine. Il faudrait quelles mesures pour susciter, pour l'engouement, pour booster cet engagement? Écoutez, d'après les derniers chiffres, si ma mémoire est bonne, il y aurait eu quelque chose comme 160 à 180 000 demandes. Donc 100 000 demandes qui auraient été satisfaites. Donc il y a un cap déjà de 80 000 demandes qui n'ont pas été satisfaites. Il faut comprendre pourquoi. Vous voyez? Alors, est-ce que les mises en chantier ont suivi ou pas? Est-ce que, disons, c'est réalisable ou pas? Il y a quand même un frein dans ce sens-là. Et produire des logements à 300 000 dirhams TTC avec toute la fiscalité qui va avec et les vendre à ce prix-là dans les grandes agglomérations et même dans les villes de moyenne taille, c'est très difficile. C'est très difficile pour ne pas dire impossible. Ceci dit, la gamme entre 300 et 700 000 dirhams, c'est plus réalisable, mais il faudrait qu'il y ait des adaptations et des souplesses administratives qui soient faites pour aller dans ce sens-là. Parce que franchement, c'est assez contraignant. Et il y a des villes qui ne connaissent pas ce genre de développement. La demande est là.
elle est là, elle est présente, elle est active. Au contraire, et je pense que c'est l'offre qui tarde à venir. Et il faut pas oublier que aussi ce programme se termine en 2028. C'est-à-dire, il se termine en 2028. C'est-à-dire rapidement. Il faudrait que, en 2028, il faudrait avoir réalisé et vendu des programmes en 2028. C'est-à-dire que les programmes doivent démarrer au maximum dans cette année, 2026-2027, maximum. Donc, il faudrait peut-être aussi revoir cette disposition administrative. Merci beaucoup, Sianis Benjeloun, vice-président de la Fédération nationale des promoteurs immobiliers. On va rendre l'antenne. Merci pour vos explications.